Le plus beau but, enfin un des plus beaux, celui réussi par Gingini en coupe contre Cannes. C'est la joie sur la Canebière. L'OM remonte en première division. Et oui, Marseille remonte en première division. Marseille est un des clubs les plus prestigieux avec Saint-Étienne du football français. Téléfoot y était, bien sûr, grâce à Jean-Claude Juan et FR3 Marseille. Vous verrez donc un petit magazine sur Marseille et aussi un résumé de la rencontre qui opposait Marseille à Thonon. Et je vous présente Penaud. Penaud, c'est la mascotte d'Euro 84, les championnats d'Europe, bien sûr, de football qui ont lieu en France, comme vous le savez. Et vous voyez autour, comme décor, les affiches, enfin certaines des affiches, je le voici en gros plan, Penaud. Certaines des affiches de ces championnats d'Europe. À notre programme, à part bien sûr l'Olympique de Marseille, 4 rencontres de Division 1, Bordeaux-Paris Saint-Germain, Strasbourg-Monaco, Nantes-Brest, Nancy-Auxerre. Les Coupes d'Europe sont aussi à notre programme, la Coupe de France de football, les matchs retour qui ont eu lieu cette semaine. Et nous vous parlons aussi du championnat d'Italie avec un avant-sujet sur le choc de cet après-midi qui opposera l'AS Roma, tenant du titre, à la Juventus de Turin. Vous savez, le club de Platini. La Juventus a 3 points d'avance tout de même sur l'AS Roma. Et nous commençons par Bordeaux-Paris Saint-Germain avec Bernard Renault. Bordeaux, une équipe qui n'a pas renoncé au titre de champion. Et Paris Saint-Germain qui espère toujours être européen. Effectivement, c'est un petit peu le match des extrêmes, deux équipes qui ont effectivement des envies diverses. À Bordeaux, on notait 2 absences, celle de Lacombe et de Tussaud. En revanche, côté parisien, on notait les rentrées de Courriol et de Zaramba, donc un milieu un peu plus musclé de la part des Parisiens. C'est ce que Péroche avait décidé. C'était la foule des grands jours hier au stade Vélodrome, exactement 29 322 spectateurs, un chiffre pas très éloigné de celui réalisé lors de la venue de Monaco en début de saison, donc un engouement extraordinaire. Une rencontre que les Bordelais attaquent à 100 à l'heure, 2-3 occasions dès les premières minutes, la plus nette à la 5e, et vous voyez Zaramba écarte le danger, Memmering va reprendre, mais Baratelli stoppe facilement. Les Bordelais dominent de la tête et des épaules en ce début de match, mais il faut attendre la 19e minute pour voir enfin Bordeaux concrétiser sa domination. Au départ, Battiston, Tigana qui va effectuer un 1-2 avec Muller. Et regardez, Muller en déséquilibre, frappe le ballon et le ballon, on ne sait pas comment, réussit à tromper Baratelli. Regardez, c'est assez bizarre. En tout cas, les Bordeaux mènent 1-0. 23e minute, nouvelle occasion bordelaise sur ce coup franc tiré par Giresse. En plein sur la transversale. 31e minute, toujours 1-0, et puis contre le cours du jeu, suivez cette action, c'est la première attaque des Parisiens. Au départ, Tanasi, Courriol, qui a vu Suzik qui file sur la gauche, et regardez, ça se passe de commentaires. Alors, je vous signale quand même que Suzik a évité le tacle de Battiston, on va le revoir au ralenti. Et puis, il a filé sur la gauche, regardez, il évite le tacle de Battiston. C'est du grand art. Et dans un trou de souris, il va tromper Delachey. On revoit ce but une 3e fois pour le plaisir. Bordeaux ne baisse pas les bras et 7 minutes plus tard, vous allez voir Memmering de rater de peu l'occasion d'inscrire un 2e but. La caméra va être surprise elle aussi. Aussitôt après, Baratelli s'emploie de nouveau sur une nouvelle action bordelaise. Il y en a eu des dizaines et des dizaines hier soir. Regardez, c'est très joli. Mi-temps, donc, un partout, un score qui ne reflète pas du tout la physionomie du match, comme on dit dans les commentaires sportifs. Les Parisiens s'en sortent bien. On va se retrouver à la 50e minute et ça chauffe pour le PSG. Tigana, un contre favorable qui lance Giresse et Baratelli doit sortir au devant de Giresse. 5 minutes plus tard, Bordeaux remet ça. Domenech qui va filer sur la droite, il va centrer. La défense parisienne repousse. Et Rohr expédie un véritable boulet de canon de 35 mètres. Au-dessus de la barre transversale. 63e minute, Paris se réveille. Ngom file sur la gauche, mais Delachey intervient en 2 temps. 2 minutes plus tard, nouvelle action parisienne. Suzik au départ. Suzik qui lance Ngom, mais Ngom ne tire pas, il passe à Lemout et regardez au-dessus de la barre. Donc une belle occasion de rater, une occasion que Bordeaux, lui, ne va pas rater quelques instants plus tard. Rohr
Or qu'il passe à Girard et regardez un tir terrible de Girard. Baratelli repousse, mais Müller a suivi et glisse le ballon au fond des filets. 2-1. Ça va nettement mieux pour Bordeaux. On revoit le but au ralenti. Après ce but, les Parisiens vont s'enhardir. Regardez, Fernandez s'enfonce dans la défense. Visiblement, il recherche le coup franc. Il l'obtient d'ailleurs. Les Bordelais ne sont pas d'accord. Et peu importe, ce coup franc va être tiré. Il est en bonne position. C'est Suzik. Et regardez, dans un trou de série, il glisse à Fernandez. Fernandez marque. On signale le but comme étant hors-jeu. Bon, un hors-jeu peut-être discutable, mais à première vue, les Parisiens n'ont pas tellement discuté, ce qui voudrait dire que monsieur l'arbitre avait raison. 83e, grand frisson pour Baratelli sur ce corner de Memering et une tête de Girard. Et puis, coup du sort, à quelques 2 minutes de la fin de la rencontre, regardez, Giresse s'arrête en pleine course, fauché par un claquage à la cuisse droite. Coup dur donc pour Aimé Jacquet, qui n'avait pas besoin de cela. Amère victoire, mais victoire quand même. Vous pensez que votre équipe est encore en course pour le titre? Jusqu'au bout, je pense que nous allons faire l'essentiel pour essayer de renouer avec, je dirais, cette première place qui avait été la nôtre depuis pas mal de temps. Mais je dois dire qu'il faudra beaucoup de patience, beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité. On vous trouve un petit peu désabusé, là, vous y croyez encore? Non, je ne suis pas désabusé. Ce qui m'ennuie, c'est que ce soir, j'ai encore perdu un joueur. Et je déteste un petit peu perdre des joueurs, surtout dans le sprint final et surtout de la valeur d'Alain Giresse. On a noté une baisse de tension, un petit peu de l'intensité du match en deuxième période. C'était dû d'après vous à une baisse de vos joueurs ou simplement au Paris Saint-Germain qui jouait un peu plus vite? Je pense que indiscutablement, Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps a été beaucoup plus présent. Et je dois dire que Bordeaux a eu des difficultés, mais nous avons été quand même toujours dangereux et grâce, je dirais, à la volonté et à la percussion que nous avons manifestée, nous avons remporté une juste victoire. Vous pensez que vous êtes en progrès par rapport au match précédent? Indiscutablement, je crois que notre équipe sur le plan physique, sur le plan de la hargne a démonté tous ses progrès aujourd'hui par rapport à Nancy et maintenant il nous reste encore 8 jours pour encore mieux préparer le match de Strasbourg et je crois que là, si nous passons ce cap, eh bien nous pouvons aller jusqu'au bout et viser la 4e place. Oui, je crois qu'il faut ajouter que... Oui, des nouvelles des internationaux. Absolument, je crois que Michel Hidalgo va avoir des problèmes pour former son équipe parce que je crois que Tigana est forfait, Lacombe, sa cheville est comme ça. Giresse, bien entendu, est forfait pour au moins 1 mois et peut-être plus. Et pour ce match France-RFA qui aura lieu à Strasbourg, je pense qu'il a du souci à se faire. Oui, à Strasbourg, donc mercredi soir, au stade de la Méno rénové. France-RFA, cela nous rappelle des souvenirs, bien sûr, une certaine demi-finale. Monaco, lui, le leader, se déplaçait précisément à Strasbourg, au stade de la Méno. Alors, une tâche difficile pour les Monégasques, puisque les Alsaciens n'avaient pas encaissé un but depuis 509 minutes. C'est vrai, 509. 509, oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui, 509, j'ai entendu. 509, d'accord. 509. Oui, 509. Et puis Strasbourg, on le sait, est le spécialiste des matchs nuls. Et un match nul maintenant pour Monaco, cela serait considéré comme une mauvaise performance. Il y a quelques mois, match nul à Strasbourg, c'était bien. Maintenant, cela n'est plus suffisant car Monaco n'a plus le droit à l'erreur. Vous savez que cette équipe possède, c'est vrai, 1 point d'avance sur Bordeaux, mais vous savez également que Bordeaux a un goal average supérieur. Alors attention, on commence avec un coup franc de Bruno Bellone après 2 minutes de jeu. Mais Dropsy ne s'inclinera pas, donc après 511 minutes de jeu. C'est Strasbourg qui réalise une assez belle première mi-temps avec toujours le remuant Nielsen qui a réalisé une belle percée là. Tête de Ouattara, rouillé, mais Ettori anticipe bien. Un match assez équilibré, mais tout de même Strasbourg est beaucoup plus dangereux dans l'ensemble dans cette première mi-temps. Mais à l'approche des 18 mètres, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Encore que sur cette action, regardez bien. Nielsen, la contre-attaque, Rouillé qui est très rapide, il prend de vitesse Puel, puis Simon, et Rouillé se laisse tomber dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'est pas dupe, il ne siffle pas le pénalty qu'espéraient les Strasbourgeois, et il a bien raison, comme le ralenti va vous le prouver. Rouillé était un peu en bout de course. Il faut dire qu'il est légèrement déséquilibré par Simon Dubras, avec beaucoup de métiers, et là il voit qu'il est déporté, Rouillé, alors avec beaucoup de métiers également, il joue le grand jeu. Ça marche des fois, ça marche. Pas toujours. En revanche, toujours Strasbourg en bonne position. Forel pour Knapp. Maintenant, c'est Grimaud qui joue milieu de terrain et qui donne un peu trop fort pour Ouattara. Mais vous voyez, les Monégasques ne sont pas vraiment inquiétés. C'est sur ce score de 0-0 que les deux équipes se quittent. C'est la fin de cette première mi-temps. Deuxième période maintenant avec une accélération de Bijota, Puel. Bravo.
pour de la Montagne qui tente sa chance du pied gauche, sans succès également. Heureusement que Dropsy a bloqué ce ballon car Krause avait bien suivi. D'un autre côté, le stopper Vogel protégeait bien son gardien également. De la Montagne, une mésentente là entre de la Montagne et Bravo, la Cuesta qui a été très bon en première mi-temps pour récupérer tranquillement le ballon. Toujours la Cuesta et la Bravo qui attend et qui anticipe très bien. Il est parti au bon moment. Accélération de Daniel Bravo. Nous sommes à la 51e minute et de l'extérieur du pied gauche, eh bien, Bruno Bellone ouvre la marque. Donc après 560 minutes, eh bien, Dominique Dropsy s'incline. Au ralenti, vous voyez que c'est Génère, l'arrière gauche, qui donne, ballon croisement, ce ballon à Bellone, qui devance Knapp. Extérieur pied gauche, c'est du beau travail. Ça ne va pas bien vite, mais le ballon a beaucoup d'effet. Dropsy, il lui manque quelques petits centimètres. 1-0 donc pour Monaco. C'était pratiquement la première action dangereuse de Monaco dans cette partie. Ce que l'on appelle le réalisme. Toujours Nielsen, on ne sait pas vraiment comment l'arrêter. Ici, il a réussi à tirer. Le tir, vous l'avez constaté, était mal cadré. Maintenant, c'est Primo. Et la meilleure occasion de Strasbourg dans cette partie. Centre. Dropsy qui relâche. Rouillé, on croit au but. Eh bien non, Simon sauve sur la ligne, comme il l'avait fait du reste dans le match retour contre Cannes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Regardez. Ettori est chargé à la régulière par Rouillé. Il pivote très bien, Olivier Rouillé, et Simon, qui avait flairé le coup, était revenu sur sa ligne. On voit mal maintenant comment Strasbourg pourrait revenir à la hauteur de Monaco. Toujours beaucoup de rigueur, très bien organisé en défense et qui se permet quelques attaques, comme avec son défenseur Manuel Amoros, qui a été encore excellent hier soir. Corner. Dangereux, là Ettori est piégé, il est lobé, mais il y avait beaucoup de monde sur la ligne de but. De toute manière, ce ballon est passé à côté. Regardez comme Bravo anticipe très bien, et là c'est Vogel qui le fauche volontairement. Le ballon était bien loin et il reçoit fort justement un carton jaune. En plus, il n'était pas content. Vogel, c'est quand même le pompon, mais enfin il n'a pas trop insisté. Et puis dernière occasion pour Strasbourg avec ce coup franc de Nielsen et cette belle tête de la Cuesta. C'est terminé, donc Monaco a réussi à l'emporter à Strasbourg, 1-0. Donc un très bon résultat pour les Monégasques qui conservent leur petit point d'avance sur Bordeaux et les 2 points sur Océan. Bien. Nantes-Brest, Pierre Toré, le derby breton, il faisait beau en Bretagne, hein, j'en reviens, croyez-moi, il fait très beau là-bas. C'est vrai, c'était le derby breton et c'était surtout le match entre la meilleure défense du championnat et l'attaque la plus faible. C'est-à-dire qu'a priori, il ne semblait pas y avoir photo pour l'issue de ce match, et effectivement il n'y eut pas, si vous le permettez, même pas prise de vue, sinon celle toujours excellente comme à l'ordinaire de notre ami Jean-Jacques Michal. Allez donc Nantes qui très rapidement va être en action sur le tandem Amis-Adoncor, très en vue tout au long de cette rencontre, une première action qui ne va rien donner, mais l'attente ne tardera pas à être récompensée. Voilà, cela passe pour cette fois pour le gardien de Brest, mais ce n'est malheureusement pour lui que partie remise. 6e minute, ça part par Bucher sur le côté droit qui a été préféré à Picourt en dernier ressort pour tenir le poste d'avant-centre. Une bonne remise de Amis, vous avez vu, qui a trouvé l'ouverture, et Ayache complètement démarqué sur la gauche. 1-0, on joue seulement depuis donc 6 minutes. Brest réagit par ce coup franc qui fait passer quelques frissons dans le dos de Bertrand Demann. On change de camp rapidement pour un dégagement de Charlery, une mauvaise passe de Henry qui passe sur Baron-Kelly, un redoublement avec Bucher, vous allez voir, et ce sera le 2e but par Baron-Kelly. 33e minute de la partie, ce sera le score pour cette première mi-temps. Brest aura quelques bonnes réactions, cependant, voici une conduite par Rico, puis Musseline, le capitaine brestois, Henry et un bon tir de Pardo. Nantes maintient la pression, toujours par Adoncor qui lance très bien ses attaquants, Robert, Maurice, et puis un très bon tir là encore de Bruno Baron-Kelly qui passe tout à fait au ras du poteau. 2-0 donc, je vous l'ai dit, c'est le score à la mi-temps. Et nous voici maintenant à la 54e minute, toujours le petit Loïc Amis très actif sur son aile qui va centré, la balle va être renvoyée par un défenseur mais qui malheureusement tarde à s'en débarrasser. Récupération par Nantes
Et c'est un tir de Robert au ras du poteau, 3-0, 54e minute. Bien sûr, l'issue de la partie ne fait plus de doute depuis longtemps, tant la supériorité de Nantes est manifeste, mais on apprécie la qualité du jeu des Nantais. Un changement d'aile de Maurice, un centre de Bidard, reprise de Robert, c'est une action que nous voyons pour le plaisir, elle n'amène pas de but, mais elle a été fort bien amenée au grand dépit malheureusement de Robert qui n'a pas pu la concrétiser, mais il va trouver sa récompense quelques minutes plus tard sur une action amorcée par William Ayache sur la gauche, relayée par Bossis. Nous trouverons encore au relais Adoncor. Un centre de Bidard tout à fait sur la droite et reprise de Bucher au deuxième poteau, 4-0, c'est le score final. Un score qui reflète parfaitement l'efficacité actuelle de cette équipe de Nantes, qui est sans doute une des équipes les plus plaisantes à voir jouer actuellement dans le championnat français. Merci Pierre Thoré. Frédéric Jaillant, Nancy-Auxerre. Auxerre, l'outsider du championnat, qui est toujours dans la course au titre, se déplacer en Lorraine avec un moral d'acier. Un moral d'acier, d'accord. C'est bien le moment de parler d'acier à propos de la Lorraine. Alors en tout cas, c'est vrai que Auxerre jouait à Nancy, là vous avez raison de le dire. Et les Auxerrois avaient effectivement le moral puisque vous savez qu'ils jouent le titre, alors que Nancy par contre veut toujours éviter une place de barragiste. Et puis quand même pour ce match, il faut signaler que c'était l'un des derniers sous le maillot nancéen pour le capitaine de Nancy, c'est-à-dire pour Philippe Janol, puisqu'il ne fait pratiquement plus aucun doute maintenant que Janol jouera la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Et puis c'était aussi l'un des derniers matchs pour Hervé Collot. Hervé Collot, c'est entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. Hervé Collot qui a décidé de mettre un terme à sa carrière d'entraîneur et il nous explique pourquoi. Je me sens mal dans ma peau et particulièrement au cours de l'année que je vis, car c'est une vie stressante. Je ne soupçonnais pas à quel niveau elle pouvait être ainsi. Il y avait trop de pression finalement. Oui, je les supporte mal, je suis mal à l'aise et je veux vivre comme j'ai possibilité de vivre différemment. Je cesse mon activité au niveau de l'équipe professionnelle. La saison prochaine, c'est Arsène Wenger, l'adjoint de Jean-Marc Guillou à Cannes, qui entraînera Nancy. En attendant, il y a eu pas mal d'occasions hier soir, des occasions pour Nancy, comme celle-ci d'Umpierrez, mais bon arrêt de Joël Batz, ou bien comme sur ce coup franc qui va être précisément tiré par Philippe Janol, du pied gauche, comme d'habitude. Et Joël Batz, sur ce coup-là, ne va pas être malheureux, car finalement le ballon va sortir en corner. Des occasions pour Auxerre également. La Ferrerie s'empare du ballon, il va lancer Perdriau qui va être signalé hors-jeu, un hors-jeu dont on ne peut pas tellement juger. Notre caméraman Jean-Claude Lédin ayant préféré suivre l'arbitre, et on le comprend, Monsieur Wurtz a été hier soir très remarqué du public. 0-0 donc à la mi-temps, nous sommes maintenant en deuxième période avec une tête de Philippe et Locoli sauve sur la ligne. Umpierrez qui avait déjà tiré le corner, Umpierrez qui a